Que dis-je? Ce sont des hurlements, de douleur, de haine, d'abandon. Ils sont partout autour de vous, et pourtant, personne ne semble les percevoir. Évidemment que vous ne pouvez pas. Ils sont si bien confinés entre la peur et la honte, enfouis au plus profond d'un cœur brisé, cloîtrés dans un corps souillé. Et pourtant, ces souvenirs de chaque seconde, chaque minute, chaque heure de souffrance sont bien réels. Ces mêmes personnes se présentent face à vous, avec un sourire de façade, prêts à continuer leur vie tout en estirant cette charge immense qu'elles-mêmes refusent de voir. Aujourd'hui, mesdames et messieurs les jurés, je souhaite vous parler d'un crime des plus horribles, pouvant briser en une fraction de seconde la vie d'une personne, le viol. Que faire quand une personne choisit librement de vous détruire? En parler serait la réponse la plus évidente. La poursuivre en justice, n'est-ce pas? Je vous répondrai que oui, en tant que personne tout à fait irrationnelle, n'ayant rien vécu de cela. Pourtant, en 2019, sur 93 000 femmes violées, seulement 10% portent plainte. Désormais, j'aimerais vous parler de Madame X. Au moment des faits, elle était âgée de 14 ans. Moment des plus ordinaires dans la vie d'une adolescente, elle fut invitée à une soirée organisée par des amis plus âgés. Malheureusement, ce bon moment aura un prix des plus sévères. Un homme d'une vingtaine d'années se mit en tête de profiter d'elle, de sa jeunesse, de son innocence, de sa naïveté face aux effets de l'alcool. Il l'aborda, échangea quelques mots afin de gagner sa confiance, puis, une fois les beaux discours passés, vinrent les actes. Elle alla se rafraîchir dans la salle de bain, sans savoir que cet homme la suivait. Brusquement, il la bloqua contre le mur, utilisa son autre main pour l'empêcher de crier. Madame X tenta de se débattre, mais en vain. La différence de force était bien trop grande. L'homme la frappa avec une bouteille en verre afin de l'assommer. Sans plus une once de force pour tenter de se débattre, cette fille sentit le désir de vivre quitter son corps. L'homme s'en prit alors à ce qui lui restait, son innocence, sa dignité, sa virginité. Elle ne ressentit que haine et dégoût, impuissante de pouvoir agir et ressentant son hymen se déchirer coup après coup. Madame X m'a confié qu'afin de ne plus ressentir la douleur, son esprit semblait se déconnecter, transformant ces minutes en un moment sans fin. J'aurais pu me débattre, j'aurais dû faire plus attention. Si je n'avais pas pu, ça ne serait pas arrivé. Tout cela est ma faute. Qui va me croire? Voici les phrases prononcées par la victime. La culpabilité de l'agresseur n'est jamais reconnue par sa victime. Madame X se place très clairement en fautive des événements passés. Elle rentrera chez elle comme si de rien n'était et fera en sorte que cet événement s'efface peu à peu de sa mémoire en continuant sa vie, arborant un masque souriant. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est que le temps n'aura pas su faire taire ce cœur meurtri et ce corps sali. 3 ans plus tard, ces douloureux souvenirs ont refait surface. Il lui aura fallu une oreille attentive, de longs échanges amicaux et bienveillants pour l'entendre prononcer accidentellement ces mots « mon viol ». Évidemment, elle nia les avoir prononcés, puis, s'apercevant de la sincérité de notre amitié et de ma bienveillance, elle se confirme. Les semaines suivantes furent remplies de nombreuses discussions contradictoires, de doutes, de refus de la réalité, comme si son esprit s'était formaté pour oublier cet instant douloureux. Voilà donc les questions qui me viennent. Pourquoi ces victimes de ces viols ne cherchent pas à condamner leur agresseur? Comment se fait-il que cet acte immonde soit une réalité si courante? Le viol est banalisé et légitimé via de nombreux stéréotypes persistants dans les mœurs de notre société, tels qu'une femme qui dit non veut dire oui, ou bien elle a accepté de boire un verre chez lui, elle ne doit pas s'étonner qu'il l'ait violée. Mais tout d'abord, pour comprendre la quasi-inexistence des condamnations, il faut s'intéresser à notre système judiciaire. Entre 2019 et 2020, le nombre de condamnations suite à un viol ou une tentative de viol a baissé de 31%. En 2020, seulement 0,6% des viols ou tentatives de viol auraient donné lieu à une condamnation et uniquement 14,7% des plaintes enregistrées par la police auraient abouti à une peine.
d'après les journaux Le Monde, TF Info et Libération. Mais ce n'est pas tout. D'après le ministère de la Justice, 20% des agresseurs sont récidivistes dans les 10 dernières années. Il y a clairement une amélioration à apporter dans ce domaine au sein de notre gouvernement. De plus, il faut aussi se pencher sur la question du cercle social et familial. Sachant que 25% des viols sont commis par un membre de la famille, qui serait prêt à vous entendre lorsque vous dénoncez les méfaits commis par une personne de votre propre famille? Personne. Les victimes, quant à elles, ne veulent pas ressentir la pitié dans le regard des autres, ne veulent pas être définies par ce moment de souffrance. Voilà pourquoi tout cela reste enfoui au fond d'elles, sans jamais être dévoilé au grand jour. Désormais, j'aimerais comprendre comment ce crime est devenu si courant à notre époque, où le combat pour le droit des femmes et les mouvements contre les violences faites à celles-ci sont omniprésents dans le conscient collectif. À cette époque où l'on apprend l'importance du consentement mutuel dès le plus jeune âge. Pourquoi, aujourd'hui encore, les femmes sont-elles encore sexualisées et considérées comme des objets de désir? Alors qu'il y a peu de temps, le viol entre époux a été reconnu grâce à la loi de 1980, stipulant que tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise, sera considéré comme un crime. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour défendre l'histoire de Madame X et partager le traumatisme de toutes les victimes de viol. Ce crime bafoue expressément les articles 3, 5 et 7 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, stipulant respectivement que tout individu a le droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne, que nul ne sera soumis à la torture ni à des peines de traitement cruels, inhumains ou dégradants, que tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Or, le viol va à l'encontre de ces lois, laissant persister une réelle torture physique et mentale pour la victime. Si Madame X arbore ce pseudonyme, c'est bel et bien pour signifier que X peut prendre n'importe quel nom et genre. Cette même personne pourrait être un ou une amie, un frère ou une sœur, un père ou une mère que la honte aura su faire taire. À chacun d'entre nous de garder un œil attentif, une écoute bienveillante pour permettre aux victimes de s'exprimer, de se confier, de dénoncer. Car sans elles, on ne pourra jamais stopper de tels comportements. En conclusion, je me tiens devant vous afin de faire évoluer les mentalités, pour essayer de construire une société que certains jugeraient utopique, mais qui pour moi serait tout simplement juste. On dit que l'homme a su se différencier de l'animal en parvenant à construire une société. Si tout cela est vrai, que nous ne sommes pas de simples animaux, nous avons la responsabilité de nous protéger les uns les autres, de garantir nos droits fondamentaux. Dans le cas présent, de garantir une justice au service des victimes et en qui les citoyens pourront avoir totalement confiance. Nous devons prendre des mesures pour sensibiliser le public à la gravité d'un viol et de l'importance du consentement. Nous devons également renforcer la lutte contre les violeurs, notamment en alourdissant leur peine, mais aussi en leur offrant un suivi et un chemin de réinsertion afin d'éviter la récidive. Aujourd'hui, je suis la voix de ceux qui ne parviennent pas à mettre des mots sur leurs mots, et j'ai l'espoir de ne plus avoir à me tenir face à vous pour éclairer la noirceur que notre société refuse de voir.